Madame, monsieur, bonjour et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le dimanche 17 avril. Merci de nous suivre et merci de votre fidélité. Dans l'actualité, la suite de la célébration du 150e anniversaire de l'arrivée des premiers Libanais en Guadeloupe, avec ce matin la célébration d'une messe en la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre, une messe qui a pour le coup réuni des chrétiens d'obédience différentes, puisqu'elle était présidée par Monseigneur Jean-Yves Riocreux, évêque de Guadeloupe, et célébrée par Monseigneur Gemayel, évêque de l'éparchie Notre-Dame du Liban à Paris, église maronite. Cette célébration a débuté vendredi et hier, la municipalité de Pointe-à-Pitre a dévoilé une plaque commémorative sur la place du marché central, une cérémonie à laquelle ont participé toutes les autorités politiques de la Guadeloupe, État, région, département, en présence également de quelques représentants du Liban comme Monseigneur Gemayel et puis le chargé d'affaires de l'ambassade du Liban en France. Le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, a pour l'occasion rappelé l'apport de cette communauté libanaise en Guadeloupe et singulièrement à Pointe-à-Pitre. La communauté libanaise, d'abord, elle est partie prenante, elle est une partie fondatrice du peuple guadeloupéen. Et par ailleurs, pour la ville particulièrement, ils sont très importants parce que lorsqu'ils sont venus s'implanter à la fin du 19e siècle, ils l'ont fait principalement à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre et au Moule. Et dans ces trois villes, ils ont insufflé une dynamique économique, une dynamique commerciale. Mais ensuite, ils ont très vite dépassé cette composante commerciale pour pouvoir irriguer dans tous les domaines. Ce sont des mécènes dans le sport, ce sont des artistes, ce sont des professions, des notables, des médecins, des avocats. Ils ont irrigué ce sont des hommes et des femmes politiques. Ils ont irrigué donc tous les courants de la vie sociétale en Guadeloupe. Et de ce point de vue, encore une fois, je le répète, ils sont une composante fondamentale du peuple guadeloupéen. Et qu'est-ce donc précisément qu'être aujourd'hui, 150 ans après donc libano-guadeloupéen, le Libanais, tout en s'étant parfaitement intégré à l'ensemble de la communauté guadeloupéenne, continue cependant d'être un groupe un peu à part, attaché surtout à ses racines. Muriel Barlagne est allé à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Ils expliquent comment ils vivent cette double appartenance culturelle. Leïla Char, d'origine libanaise, est arrivée en Guadeloupe en 1994. Elle a suivi son mari qui était déjà installé. Il a fui le Liban en 1978 à cause de la guerre et est venu rejoindre de la famille. Aujourd'hui, la couturière a sa propre enseigne dans une rue de Pointe-à-Pitre. Elle se sent bien intégrée dans le pays, à un détail près. Je trouve que quand même après 21 ans que je parle pas bien le créole, je trouve que c'est pas normal de ma part. Mais j'aime bien l'écouter, j'aime bien quand les clients de certain âge qui viennent, ils me parlent plutôt, ils commencent à me parler le créole et tout de suite après ils me demandent si je parle le créole ou je comprends. Je dis oui, je comprends très bien. Et voilà, j'essaie de me débrouiller, mais... Le créole, sa fille Georgette le maîtrise très bien. Elle est née ici il y a 20 ans et se sent guadeloupéenne tout en restant proche du Liban. Il y a beaucoup de ressemblances en fait entre les deux cultures, au niveau de l'éducation, au niveau de la religion aussi, qui fait que tout de suite on trouve des liens avec les personnes et on se sent accepté et on se sent libanais, mais guadeloupéen aussi. Souvent, on mange aussi à la maison les plats culinaires libanais. Autant que je parle créole, enfin, j'essaie de me débrouiller. Et aussi, on cuisine aussi les plats culinaires de Guadeloupe. Dans le magasin d'en face, François Taoum, 35 ans. Lui aussi est né sur notre sol, comme sa mère d'origine syrienne. Son père, lui, est arrivé du Liban en 1975. Il ne connaissait personne. Aujourd'hui, père et fils sont commerçants à Pointe-à-Pitre. Ils se sont fondus dans la population. Il n'y a pas de communautarisme entre nous, et ni envers le peuple guadeloupéen. Nous fréquentons la majorité, enfin personnellement je fréquente que des Guadeloupéens,
Et ça se passe bien, on n'a pas de problème. On travaille, on vit en Guadeloupe, comme tout bon Guadeloupéen. Et voilà. Cette intégration, Lydia Taoum souhaiterait la voir préservée. D'origine syrienne, elle s'est mariée à un Libanais. Ce qui la dérange, c'est la messe célébrée en arabe mise en place depuis 1 an dans une église des Abîmes à l'attention de cette communauté. On a fait venir un prêtre qui effectivement officie en langue arabe et en français. Moi, je n'aime pas cette distinction. J'aurais préféré que tout le monde soit toujours ensemble. Pas de différence, pas de séparation. Qu'en pense le reste de la population? Vous allez de leur côté, vous avez besoin d'acheter quel que soit l'article. Il arrive à arranger avec vous pour le prix. Alors moi, je trouve que c'est idéal. Il n'y a pas de problème avec eux. Hein. C'est des personnes adorables, bien, qui s'occupent bien de leurs clientes, qui savent recevoir, qui savent parler aux clientes. Moi, je n'ai pas encore vu la différence. Hein. Moi, je dis qu'ils font quand même partie du système économique et social quand même de la Guadeloupe. Lorsqu'on regarde quand même depuis quand même un certain nombre d'années, apparemment, à mon avis, j'étais petit, ils étaient déjà là, sous Marie-Galante aussi, il me semble, parce que je connais une dame à ma voisine là, qui est de Marie-Galante. Donc, ce sont quand même des gens assez sympathiques. Et puis, ils font partie de la culture guadeloupéenne en quelque sorte maintenant. Ils se sont bien implantés. Libanais de Guadeloupe, des Guadeloupéens comme les autres qui ont assez d'amour pour 2 pays. Un hommage en préparation, un hommage qui sera rendu du 26 au 29 mai prochain à Solitude, héroïne de la lutte contre le rétablissement de l'esclavage en 1802, un comité de mémoire constitué autour de l'écrivaine Simone Schwarzbart, auteur précisément de La mulâtresse Solitude, un comité constitué exclusivement de femmes qui font de Solitude l'ancêtre de toutes les femmes guadeloupéennes, femmes potomitan, femmes d'Ubud, le reportage de Karine Gelman. Potomitan, celle qui est victime, celle qui souffre en silence, celle qui ne dit rien. Nous voulons dépasser cela et être dans l'universel comme toutes les femmes et avoir les reins débloqués, ne pas avoir mal aux reins, ne pas avoir ceci et cela. Danser les roses d'une autre manière parce que les reins sont débloqués. Passer de la femme potomitan à la femme d'Ubud. Solitude, figure de la rébellion, incarne tant la résistance que la souffrance de la femme guadeloupéenne. Un héritage riche mais également douloureux apporté via la maîtrise de son énergie et notamment son énergie féminine. Juliette Sainton, accompagnée de Marie-Zizima Mirin, souhaite libérer les femmes et notamment la femme guadeloupéenne du poids de son histoire, celle de vie longtemps asservie. De dépasser un petit peu tous les clivages, de dépasser les mémoires transgénérationnelles que nous avons par rapport à la femme. Ce sont des héritages qui nous viennent de l'esclavage, de notre histoire. Ce sont des croyances qui sont ancrées, qui sont culturellement ancrées, historiquement ancrées en nous. Je pense que nous avons même une mémoire cellulaire, comme on dit, de cela. Son défi, déprogrammer la femme pour mieux la reprogrammer. Passer de l'esclavage à la liberté. À travers le Jikong, ce groupe de femmes ouvre son corps et dégage une énergie et un mieux-être. Cet hommage, c'est vraiment un moment où, symboliquement, pour toutes les femmes de la Guadeloupe et pour tous les Guadeloupéens, nous allons apprendre à nous libérer sur tous les plans et à prendre la libération mentale et à nous guérir, à avoir un foie comme il faut, qui n'est pas plein de colère, à ne pas avoir une rate qui se sent ratée, à ne pas avoir des poumons comprimés, etc. Voilà. Solitude, par son destin tragique, est à la fois un synonyme de souffrance et de délivrance, un passé encore présent avec lequel la femme guadeloupéenne doit renouer pour mieux avancer. L'actualité sociale avec la fin sans doute de la grève à Canal Satellite après plus de mois. Le syndicat UGTG hier a entériné la proposition de la direction de recaser l'employé licencié pour faute grave dans une toute autre entreprise. Cette grève à Canal aura duré 1 mois et demi.
Politique avec François Fillon, candidat aux primaires du Parti Les Républicains, qui s'inscrit dans les pas d'Alain Juppé. Une semaine après son rival dans la course à la présidentielle, M. Fillon, ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, foulera cet après-midi le sol de Guadeloupe pour une visite de 2 jours au cours desquels il rencontrera notamment ses soutiens en Guadeloupe. Le CORECA, cette association Contact Caraïbes, célèbre depuis le début de la semaine son 25e anniversaire. Le CORECA est devenu un acteur incontournable de la coopération avec la Caraïbe. Il organisait hier une table ronde autour de plusieurs sujets relatifs à la coopération dans notre région. Des Haïtiens, des Dominicains ou encore des Saint-Luciens y étaient invités et ils sont venus nous rappeler que nos voisins étaient parfois plus sensibles à cette nécessité de coopération dans la région et en tout cas plus ouverts. Reportage Karine Gelman. La communauté caribéenne pour un rapprochement avec la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Ces départements français sont pour l'heure liés à la politique gouvernementale nationale. Toutefois, les représentants des pays de la Caraïbe sont prêts à développer la coopération régionale directement avec leurs voisins. Avec les pays comme le Saint Kitts, Sainte-Lucie, la Dominique, qui ont établi le programme de Citizenship by Investment. Donc, un investisseur étranger peut obtenir un passeport saint-lucien par rapport au niveau de son investissement. Donc on essaie de faire des choses un peu trop cavalier seul, tandis qu'on a les structures pour pouvoir agir ensemble. Donc avec le CARICOM, on espère, comme j'ai dit, avec ces questions de changement climatique, on a vu à Paris tout dernièrement, avec le COP 21, que la région caribéenne a pu négocier très fortement sous la présidence du ministère de Développement durable et des énergies renouvelables de Sainte-Lucie, qui a mené le combat pour le CARICOM, et ils ont pu obtenir gain de cause et ils vont bientôt signer l'accord dans ce sens. Donc on espère, même avec les instances, les entités comme le CORECA, qu'ils pourront vraiment être des vrais acteurs de cette coopération. Je suis ici aussi pour témoigner la gratitude, pour dire merci à la Guadeloupe pour cet élan de solidarité qu'on a vu sans passer par la métropole, que les Guadeloupéens nous ont beaucoup aidés sans retour, quoi. Donc les premiers secours sur place, c'était la Guadeloupe, les premiers acheminements d'engrais périssables, c'était la Guadeloupe. Donc là, c'est vraiment un moyen de coopération. La Guadeloupe et la Martinique, n'est-ce pas, fait partie, n'est-ce pas, de l'AEC. Donc il est important, n'est-ce pas, que ce département, n'est-ce pas, puisse s'intégrer dans cette relation pour pouvoir partager, n'est-ce pas, ses intérêts, n'est-ce pas, au profit, n'est-ce pas, de ses amis, par le biais du conseil régional. Donc toute décision pour apprendre. Mais cependant, les autorités guadeloupéennes, n'est-ce pas, sont déjà engagées et à travailler ensemble avec Haïti. Des coopérations qui auraient pour objectif d'intégrer ces départements au CARICOM, la communauté caribéenne, ou tout simplement de simplifier les échanges avec les pays de la Caraïbe insulaire et continentale. Je sais que la Martinique et la Guadeloupe envisagent justement l'accession au CARICOM. Je pense pendant un moment, mais pendant très longtemps, le CARICOM a été un peu dormant dans la région, mais on voit un élan, surtout avec la question des énergies renouvelables et le changement climatique. Et c'est ça aussi dans ce domaine qu'on va pouvoir, je pense, il faut une révolution verte dans les Caraïbes, et les pays individuellement ne peuvent pas faire ça toute seule, parce que faire ça toute seule, ça n'a pas de sens, parce que c'est toute la région qui est concernée. Notre survie dépend de ça. Sans la coopération, on va être perdu, parce que c'est la mondialisation, c'est la globalisation. Donc il faut qu'on se mette ensemble pour travailler, pour échanger surtout. Il y a des échanges qui existent entre la Guadeloupe et la Dominique depuis fort longtemps. Et au niveau du tourisme, nos premiers clients viennent de la Guadeloupe.
La majorité de nos touristes viennent de la Guadeloupe, et après la Martinique. Donc déjà, il y a cet échange au niveau du tourisme. Et pour nous, la coopération économique, ça continue parce qu'on importe beaucoup de la Guadeloupe. Depuis fort longtemps, il y a un bateau qui quitte la Guadeloupe chaque semaine, qui amène des produits agricoles et qui repart avec des produits de la Guadeloupe. Donc ça va continuer. Bien que proche des pays de la Caraïbe, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane ont des liens limités avec les pays voisins. L'insertion de ces départements au sein de leur environnement régional est une préoccupation récente. La loi de l'Outre-mer du 13 décembre 2000 devait renforcer cette coopération. Selon les observateurs, la Chambre des députés brésiliens devrait ce soir voter majoritairement la destitution de Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, qui est accusée entre autres d'avoir maquillé le déficit de l'État. Si les 2/3 de cette assemblée votent en faveur de la destitution, la procédure se poursuivra au Sénat qui s'exprimera de façon définitive en mai prochain. L'actualité, c'est aussi au Venezuela avec la crise économique qui frappe le pays et qui conduit le gouvernement à parfois d'étonnantes mesures comme le changement de fuseau horaire. Après avoir multiplié les jours chômés, le Venezuela a rédigé une nouvelle mesure pour faire des économies d'énergie. Le 1er mai, le pays changera de fuseau horaire, avançant les aiguilles de 30 minutes. L'objectif sera de revenir au fuseau horaire de 4 heures de moins par rapport au méridien de Greenwich. Cette mesure avait déjà été prise par l'ancien président Hugo Chavez en décembre 2007 et vient s'ajouter à un panel de décisions drastiques pour économiser l'électricité. En effet, tous les vendredis sont chômés dans le secteur public et les grands consommateurs de courant comme les hôtels et les centres commerciaux sont invités à pourvoir eux-mêmes à leurs besoins en électricité 9 heures par jour. Toutes ces décisions sont effectives jusqu'à ce que les réservoirs des centrales hydroélectriques retrouvent des niveaux d'eau plus acceptables. Les représentants du 65e régiment d'infanterie de Porto Rico, les Borinqueners, ont reçu la médaille d'or du Congrès américain. Ils ont été récompensés pour avoir servi les États-Unis au cours de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Plus de 200 Borinqueners et leurs familles ont assisté à la cérémonie et quelques 300 anciens combattants recevront une réplique de la médaille d'or du Congrès, qui est la plus haute distinction civile du Congrès que les États-Unis peuvent accorder. Ce n'est qu'en 1948 que le président Harry Truman a publié un décret visant à assurer l'égalité dans les forces armées, mais cette politique n'a été pleinement appliquée qu'au début de la guerre de Corée. Jusqu'alors, les 2 soldats portoricains et afro-américains servaient dans des unités séparées. Le président bolivien Evo Morales, reçu vendredi au Vatican par le pape François, lui a conseillé de prendre des feuilles de coca, principale composante de la cocaïne, que les Indiens des Andes mastiquent. Morales a vivement recommandé au pape d'en prendre régulièrement pour supporter son rythme de vie. Il informe en consommer régulièrement et qu'il s'en porte très bien. Evo Morales a d'ailleurs longtemps dirigé le syndicat des cocaleros, les planteurs de feuilles de coca. Le président bolivien qui défend la dépénalisation internationale de la consommation de la feuille de coca a offert à François 3 livres sur les bienfaits de cette plante, dont la Colombie est le premier producteur mondial. Principale composante de la cocaïne, la feuille de coca est également utilisée comme remède médicinal. Le pape aurait pu en goûter en infusion afin de prévenir le mal d'altitude qu'il a touché l'an dernier à La Paz. Ce n'est pas la première fois que le président bolivien offre un cadeau incongru au souverain pontife. L'été dernier déjà, Evo Morales avait offert au pape François, perplexe, un crucifix communiste. On en vient à l'actualité sportive. Gaël Monfils, malheureusement, n'a pas remporté son premier titre en Master 1000 aujourd'hui. Le Guadeloupéen, en effet, s'est incliné il y a tout juste 1 heure face à Rafael Nadal en finale du tournoi de Monte-Carlo. Nadal qui est donc de retour au sommet. Monfils a tenu 2-7 avant de s'effondrer totalement dans le 3e. Le score pour Nadal, 7-5. 5-7, donc le 2e set remporté par Monfils, mais 6-0 pour Nadal au 3e set.
C'est aussi dans l'actualité sportive, eh bien, notre point quotidien sur la Transat AG2R, la mondiale. Nos 3 représentants encore aujourd'hui se suivent au classement 9e, 10e et 11e. Pour les Saintes, Marie-Galante et la Guadeloupe, la tête de course est toujours occupée par le bateau Agir Recouvrement. Et puis football, avec la 23e journée du championnat de division d'honneur, peut-être le sacre de champion pour l'USR à 3 journées de la fin. Les Saint-Rosiens affronteront le Sirocco cet après-midi au Lamentin. Ils guetteront dans le même temps eh bien, le résultat de la rencontre entre le CSM et l'AOG qui se jouera au Gosier. En cas de défaite ou de match nul des Mouliens, eh bien, une victoire de l'USR serait synonyme du premier titre de champion de la Guadeloupe de l'histoire de ce petit club de Sainte-Rose. Vous avez l'intégralité des rencontres qui seront disputées à partir de 16h. Hier soir, il y a eu un match nul entre l'USBM et le CA Marquisa, 0 partout. On termine avec de la musique et le retour des Vikings. Le célèbre groupe des années 60 renaît pour célébrer son 50e anniversaire. On vous en parle depuis quelques jours sur nos antennes, avec la sortie tout d'abord d'un album, Encore Anti-Coup, et un retour sur scène. Ce soir, le groupe se produira à l'Appart à Jarry. Petit problème, mais on va les voir, ces images. Donc, 18h, l'Appart à Jarry. Les Vikings se sont déjà produits. C'était en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, à l'occasion des banlieues bleues qui se déroulaient à Stein. La météo maintenant, pour nous séparer, la météo, le ciel sera encore nuageux et des averses se produiront tout autour de la Grande Terre et sur les reliefs de la Basse-Terre, mais également à Marie-Galante ou encore à la Désirade. Les températures seront comprises entre 25 et 29 degrés. Dans un instant, la rubrique Innovation de Karine Gelman, qui sera suivie du journal de TF1, de la météo de notre grande région de la Caraïbe, et puis l'agenda, bien sûr, que vous connaissez. Et puis donc, pour l'après-midi, les magazines, reportages et grands reportages, et une rediffusion aux alentours de 15h50 de notre émission Télescopie qui recevait cette semaine Madame Sonia Petro, présidente des Républicains. Je vous donne rendez-vous ce soir, 19h, pour notre seconde édition de la journée. Excellent après-midi et bon appétit si vous êtes à table.